Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait du Tour de France en embarquant dans la caravane publicitaire. De vélo, mais tout-terrain et en version festival, et des 40 ans de lutte du CIIP de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Jo Briand, le fondateur du Centre d'information interpeuple de Grenoble, qu'on appelle aussi le CIIP. Bonjour Jo, bienvenue. À côté de vous, Flavien Soulet, bonjour. Bonjour. Caravanier du Tour de France, c'est comme ça que ça s'appelle votre job. Exactement, ouais. On en parlera avec vous dans quelques minutes, le tour qui est passé cette année un certain temps en Isère. Et puis vélo également avec Julien Conan. Bonjour Julien. Bonjour Thibaut. Alors vous êtes l'organisateur du Vélo Vert Festival. On est plutôt sur le vélo version VTT. Ça se déroulera du 25 au 27 septembre à Villard-de-Lans. Normalement, le Vélo Vert Festival ouvre la saison estivale à la fin du mois de mai. Cette année, il va finalement la clôturer. Tout à fait. C'est vrai qu'initialement, on est situé le premier week-end de juin, donc en ouverture de saison VTT. Et là, donc, pour les contraintes qu'on connaît, on l'a déplacé et reporté au dernier week-end de septembre, donc du 25 au 27. Mais à la fois, voilà, ce qui est quand même spécial, c'est qu'on va quand même marquer le début de la saison VTT pour un salon en grand public et des tests de VTT grand public, et à la fois aussi la clôture de la saison. Oui, parce qu'il n'y a rien eu pratiquement depuis un an, on peut le dire, puisque le VTT se pratique en grande majorité pendant le printemps et l'été, et qu'évidemment la crise sanitaire a démarré bien plus tôt. Pendant ces 3 jours, les VTTistes vont pouvoir tester beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, c'est vraiment la particularité de notre événement, c'est qu'ils peuvent venir voir du matériel, mais aussi le tester. Et là, la particularité de cette date de fin septembre, c'est qu'ils vont également pouvoir voir les nouveautés 2021. Donc il y a un attrait supplémentaire, que ce soit sur du VTT classique ou du VTT assistance électrique également. Comment ça se passe, les tests concrètement? On se sert, c'est gratuit, on peut aller essayer sur le terrain? Non, alors les gens se sont préenregistrés. Là, il faut savoir qu'actuellement, là, tous les tests sont complets, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche. Mais il y a un préenregistrement. Et après, sur place, aux inscriptions, on demande juste des cautions bancaires et carte d'identité. Et après, les gens peuvent partir librement tester le vélo qu'ils souhaitent en se présentant sur le stand auprès de la marque, avec des parcours adaptés à toutes les pratiques, les disciplines et les niveaux des pratiquants. Les remontées mécaniques de Villard-de-Lans fonctionneront évidemment pendant le week-end pour monter notamment tous ceux qui font de la descente en VTT. Oui, tout à fait. Ce sera le dernier et ce sera la clôture aussi de la saison estivale dans la station de Villard-de-Lans. Donc ce sera une belle nouveauté. Mais les gens auront également la possibilité de venir gratuitement voir ces vélos. Pour les visiteurs, ça reste gratuit. Est-ce que vous avez invité le nouveau patron de Villard-de-Lans, le boss, Tony Parker? Et oui, on l'a convié forcément. Après, on l'a déjà vu sur un VTT sur les images, mais pas encore sur l'événement. Bon, voilà, Tony Parker qui a investi, qui a racheté les remontées mécaniques de Villard-de-Lans l'an dernier. En parallèle de ce grand salon et de ces tests, il y a de nombreuses épreuves qui sont organisées pendant ces 3 jours, je crois une vingtaine au total, et certaines sont ouvertes à un public assez large, en mode randonnée, pas forcément compétition. Tout à fait, il y a même des challenges pour les familles et les enfants. Des randonnées qui vont de 10 à 70 km, donc le panel est vraiment très large. On a même cette année une nouvelle épreuve gravel qui fait 160 km. Donc là, on peut un peu l'assimiler à du trail running avec une version donc 160 qu'on peut faire en version ultra sur une journée ou en version un peu plus soft et sympathique sur 2 jours avec une nuit en gîte d'altitude. Et après, en parallèle de ça, des compétitions donc de tout niveau, mais jusqu'à 2 compétitions internationales, le vendredi et le samedi. Le Vercors, c'est un terrain qui se prête bien à la pratique du VTT, parce que c'est quand même montagneux. Oui, c'est un terrain vraiment fantastique pour tous les niveaux, puisque c'est vrai que sur le plateau du Vercors, on peut quand même trouver aussi des terrains accessibles pour le plus grand nombre. Et c'est ce qui nous importe aussi sur l'événement, c'est vraiment de rendre cet événement accessible au grand public. Vous arrivez à vous renouveler d'une année sur l'autre sur les parcours de randonnée notamment? Oui, c'est vrai qu'on travaille de concert avec la communauté de communes aussi du massif du Vercors pour s'étendre un peu plus largement sur le territoire. Et on a vraiment des terrains de jeu qui s'y prêtent vraiment. Bon, puis pour ceux qui sont habitués de l'événement, on n'a pas la même couleur début juin que quand on va aller se balader fin septembre.
C'était peut-être un peu prémonitoire, mais c'est vrai que sur le visuel qu'on a créé cette année, on avait des couleurs un peu de l'été indien. Un peu de l'été indien. Et voilà, on l'espère, c'est ce qu'on va retrouver à la fin septembre. Vous l'aviez fait avant de savoir que vous alliez déplacer la date? Oui, ça avait été fait en novembre. Donc, Alors vous abordez également les compétitions, là cette fois pour une élite, dont une épreuve de Coupe du Monde qui aura lieu pendant ce week-end. C'est vrai que pour la deuxième année consécutive, on va avoir la Coupe du Monde MTB Eliminator, qui est une compétition assez impressionnante, qui rassemble les meilleurs pratiquants de la discipline, dont Tito Ampérin-Gagné, qui est le champion du monde en titre, qui est français. Donc le principe, c'est un peu comme en border cross, ils partent à 4 et les 2 premiers sont à chaque fois qualifiés pour la phase suivante. Ah, donc c'est une succession de courses jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, c'est ça presque? Tout à fait, après un vainqueur final, oui. Alors j'imagine que le circuit doit être tracé autour du pôle central de l'événement? Oui, donc ça se déroulera le vendredi en fin de journée, au-dessus du salon, donc avec un parcours vraiment spectaculaire, concentré, qui fait 600 mètres et 2 tours à réaliser à chaque fois sur chaque manche. Il y a des courses de vélo électrique aussi à l'occasion du Vélo Vert Festival. Oui, tout à fait. Tous les jours, on retrouve du vélo assistance électrique, donc que ce soit en randonnée ou en compétition, voilà, sur tous les formats, sur de l'enduro, sur du cross-country, de la randonnée. C'est pas de la triche de faire une course en vélo électrique? À un moment, on suspectait les coureurs du Tour de France de mettre des petits moteurs dans leur vélo. Là, maintenant, c'est officiel. C'est pas de la triche, puisque là, ils ont tous un vélo, un VTT assistance électrique. Donc, et puis là, c'est vrai que la Fédération française de cyclisme travaille vraiment beaucoup sur ces nouveaux formats de course qu'on retrouve là quasiment maintenant tous les week-ends. Et il y a même maintenant un championnat du monde également de VTT assistance électrique. Bon, rassurez-moi, sur une course de vélo électrique, il faut quand même faire un petit effort physique. Ça reste de l'assistance, hein, donc bien sûr. Ouais. Et notamment, il y a 2 ans, quand on a reçu les premiers championnats de France de VTT assistance électrique, Julien Absalon, qui avait gagné, avait dit qu'il n'était jamais monté au niveau cardiaque aussi haut que sur ce type de course. Lui qui était champion olympique, mais de VTT, on va dire, traditionnel. Ouais. J'ai même vu sur les images de l'an dernier de la course à pied, regardez. Et oui, ça c'est un format un peu inédit chez nous, qui est la street race. C'est la course vraiment bonne ambiance du samedi en fin de journée, où même cette année, l'an passé, on avait intégré des nouveautés. Donc là, vous voyez, ils piochent des cartes. Donc soit ils peuvent chanter et passer directement le relais à leur binôme, soit ils ont des petits gages comme celui-ci, par exemple. Le pain à mousse. Et voilà, c'est ça. Donc là, on est plus pour le fun que pour la compète sur ce genre. Oui, il y en a qui jouent les deux, mais c'est vrai qu'il y a plus de fun. Et puis pour le public, c'est toujours sympathique. Alors, on le disait, l'événement a été décalé à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y aura un impact sur la 11e édition ce week-end? Forcément, on a dû s'adapter, énormément de contraintes, mais on voit que dans le milieu du sport, les athlètes et les organisateurs s'adaptent. Donc c'est une chose qu'on a fait également de notre côté. Donc sur la partie salon, le port du masque sera obligatoire. Il y aura des contrôles d'accès également, un sens unique. Et sur la partie sportive, ce sera également un port du masque dans la zone de départ, sur les ravitaillements et puis sur les podiums également. Voilà, pour synthétiser, quoi. Moins de monde peut-être aussi sur les épreuves. Et tout à fait. Donc là, on a réduit à 300 participants sur chaque épreuve. Et on a également limité les accès sur la partie salon. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire le week-end du 25 au 27 septembre, il y aura de l'animation à Villard-de-Lans pendant ces 3 jours dédiés donc au VTT et au vélo électrique. Tout à fait. Vous avez déjà fait le Tour de France, Julien? Je sais que vous évoluez dans le milieu du vélo depuis très longtemps. Derrière ma télé, mais pas en vrai. Là. Pas en vrai, bon. Vous auriez pu le faire avec les nombreux accompagnants qui gravitent autour de cet événement. Alors, en face de vous, Flavien, lui, l'a fait peut-être plus sur le terrain que devant sa télé, Flavien. Oui, c'est mon 15e Tour de France. Vous êtes en train de finir votre 15e Tour de France. Vous êtes non pas un cycliste, hein, sinon vous ne seriez pas sur ce plateau. Pas. Vous êtes un caravanier, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui travaillent dans la caravane publicitaire. Exactement, ouais. On précède les coureurs avec la caravane publicitaire d'une heure environ, 1 heure, 1 heure et demie. Alors, votre premier Tour de France, c'était donc en 2004. Vous vous souvenez qui avait gagné le Tour de France cette année-là? Oui, je pense, oui.
Bon. Je pense qu'il est effacé des tablettes. C'est une question piège parce que quand on va regarder dans les tablettes, justement, il n'y a plus son nom. C'était Lance Armstrong. C'était la grande période de Lance Armstrong. Vous êtes cycliste à la base ou pas du tout? Non, pas forcément. J'aime le milieu du sport. Je m'intéresse énormément à l'actualité sportive. Mais non, je pratique pas. Je pratique le vélo depuis que je vis dans la région grenobloise, oui. Parce qu'effectivement, vous êtes originaire de... En tout cas, vous vivez dans l'agglomération grenobloise, à Volnavé plus précisément, et vous êtes le chef de la caravane Logis Hôtel, qui est un des nombreux sponsors du Tour de France. C'est quoi le rôle du chef dans une caravane ? Mon rôle à l'intérieur de la caravane, ce qui est très important, c'est au niveau de la régulation, en fait. Parce que la caravane, il faut que ce soit un défilé propre donc on est tous les chefs de chaque caravane, en fait, se gèrent entre eux pour que l'on puisse présenter la caravane publicitaire le plus correctement possible. C'est une belle vitrine aussi pour le Tour de France. C'est un moment attendu, notamment la distribution de cadeaux. On donne beaucoup de choses dans votre caravane à vous ? Oui. Nous, on distribue des étiquettes à bagages. Et forcément, ça correspond à la marque qu'on représente, puisqu'on représente des hôtels, logis en l'occurrence. Cette année, il y a évidemment beaucoup moins de monde sur les routes qu'habituellement. Ça veut dire que les spectateurs ont plus de goodies ou que vous avez réduit la voilure pour les cadeaux ? Non, on n'a pas réduit la voilure, puisque au niveau des goodies, on distribue ce qu'on aurait dû distribuer au mois de juillet, en fait. La répartition est exactement la même que ce qu'on aurait dû faire pour le mois de juillet. J'ai pas eu besoin de me battre, hein. Il me les a apportés à la main. Normalement, il faut les récupérer à la volée. C'est un peu le jeu aussi de la caravane publicitaire. Tous les objets qui sont distribués, on les lance un peu au hasard. Oui, au hasard. Oui, le fait est que les distributeurs, même si ça va très vite, ont quand même le temps de voir. Et c'est vrai que les enfants sont plus gâtés, on va dire, que les adultes, parce qu'ils font attention à faire plaisir aux plus jeunes. Alors, vous nous avez amené votre roadbook, votre livre de cours. Je ne sais pas si c'est le même que celui des coureurs, mais vous faites pratiquement le parcours intégral du Tour de France avec la caravane. Ah oui, complètement. En fait, le roadbook, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'on a tout dessus, les horaires, les itinéraires. C'est très, très important. Par exemple, le matin, quand on arrive, il faut qu'on arrive tous par le même sens et on est obligé, pour ne pas créer dans la ville un gros trafic, on arrive tous exactement dans la même position, et coureurs, caravaniers, exactement comme ça. Vous, votre équipe, ça représente combien de personnes et combien de véhicules ? On a 3 véhicules avec 9 personnes qui travaillent dedans. On voit sur les images qu'il y a un char. Habituellement, au mois de juillet, on aurait dû avoir le char, bien entendu, mais bon, avec ce qui se passe, on a 3 voitures. C'est un défilé chronométré, hein, la caravane publicitaire. Ça dure combien de temps à peu près, l'ensemble des véhicules Quand on est sur le bord de la route, c'est un spectacle qui dure une vingtaine de minutes. Chacun à sa place. Là, on voit des images du défilé marque par marque. Vous êtes toujours à la même place Oui, exactement. On a une particularité. Des fois, on s'arrête pour faire une pause technique, comme on appelle ça. Hein. Forcément, on est des humains. Et donc, quand on revient dans le cortège, eh bien, on revient à la place qui nous a été attribuée depuis le début du tour, obligatoirement. Il n'y a que les cyclistes qui ont le droit de faire une pause technique en roulant. Ils ne s'arrêtent pas. Au total, ça représente combien de personnes, combien de véhicules, l'ensemble de la caravane du Tour de France ? Toute la caravane, je dirais, habituellement, c'est 500 personnes. La caravane publicitaire. Cette année, c'est plus 350. Alors là, on voyait votre char passer, mais c'était des images des éditions précédentes, évidemment. Cherchez pas, le char n'est pas là pour cause de réduction, j'imagine, un peu de l'ensemble des à côté du Tour de France. Vous avez le temps de suivre la course Bon, là, vous étiez au courant que Lance Armstrong avait gagné le premier tour en 2004, mais au quotidien, on a des contacts avec la course, les coureurs
Absolument pas. On est au plus près, mais je vous avouerai que quand on franchit la ligne d'arrivée, nous, on a de la logistique à faire et on doit rentrer à nos hôtels. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on suit la course, mais à la radio. On l'écoute en fait. Vous n'avez pas l'occasion de la voir pendant les 3 semaines du Tour. Disons qu'avec les moyens techniques qu'on a, avec les téléphones portables, pour un peu qu'on attende certaines arrivées, on regarde sur les téléphones portables ou alors en haut d'un col quand on est obligé d'attendre que la course arrive. Là, toute la caravane va voir l'arrivée, oui. Vous m'avez amené un bonnet. Plutôt un béret, j'ai envie de dire. Un béret, oui. Ça, c'est un objet que vous donnez comme ça à la volée? Absolument pas. C'était cette année, on est arrivé dans le Béarn et Oui. un logis à hôtel nous a accueillis vraiment de façon incroyable et nous a même offert un cadeau, ce béret. Et c'est vrai que c'était une anecdote assez sympa et on est très heureux d'être accueillis de la sorte. Et c'est vrai que le Tour de France c'est fait de ça, plein d'anecdotes et de joie. Vos étapes préférées, c'est quoi? La montagne, la plaine La montagne, c'est assez excitant quand on voit la foule. La foule, vraiment, c'est impressionnant et à la fois, on garde de grosses images. Même si cette année, la foule au sommet des cols, on la compte sur les doigts d'une main, puisque la plupart des cols, et notamment ici dans les Alpes, sont interdits malheureusement au public. J'imagine que ça ne vous facilite pas la tâche de remonter des cols avec pratiquement personne pour vous accueillir. Ça a été assez rare. On a eu l'histoire du huis clos dans le Grand Colombier, mais toutes les autres étapes, on a eu... Vous avez eu du monde? Oui, on a eu du monde. On a été très agréablement surpris d'ailleurs. Bon, retour à la vie normale, donc à la fin du mois de septembre. Vous faites quoi le reste du temps? Je suis sur certains petits événements, et donc je suis régisseur événementiel. Et puis, je tourne un petit peu partout en France. Donc, j'alterne entre travail intensif et repos à la maison. Très bien. Jo, j'ai l'impression que vous suivez le Tour de France, ouais? J'aurais peut-être quelques critiques à faire, mais ça, c'est un autre débat. Puis je pense que Flavien, il n'a pas... Non, je ne suis pas a priori contre le Tour de France, mais c'est vrai que peut-être des aspects un petit peu parfois discutables au niveau écologique, mais ce serait un vaste débat. Je ne vais pas entamer le débat aujourd'hui. Il faudrait le faire avec Christian Prudhomme, mais bon, en ce moment, il n'est pas très disponible. Le directeur du Tour de France, effectivement, faisait allusion à certains maires, notamment le maire de Lyon, dernièrement, qui a jugé que le Tour de France n'était pas assez écologiste pour revenir prochainement dans sa ville. Alors, Jo, je ne sais pas si vous avez fait du vélo dans votre carrière. Je fais du vélo de toute façon tous les jours. Je me déplace. Vous déplacez en vélo. Vous êtes un militant, un vrai militant, passionné depuis très nombreuses années, ancien professeur de philo. Je crois que vous avez d'ailleurs enseigné au lycée de Villard-de-Lans. Oui, pendant 3 ans. Pendant 3 ans, entre 1965 et 1968. J'ai vécu mai 68 à Villard-de-Lans. Ils n'avaient jamais vu de manif, ou très très peu. Et on a déboulé au centre de Grenoble, au centre de Villars. C'était un événement. Vous avez réussi à faire descendre les jeunes dans la rue à Villars. Ah oui, c'était assez spectaculaire. Vous savez à combien de manifestations vous avez participé dans votre vie? J'ai commencé à militer dans les années 58 contre la guerre d'Algérie. Et depuis, je n'ai pas cessé de militer pour tellement de choses. Pour les migrants, contre le racisme, contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour accueillir les Chiliens exilés politiques dans les années 73, après exilés latino-américains qui fuyaient la dictature qui s'instaurait à partir des années 70 en Amérique latine. Que ce soit avec, pratiquement, le Centre Interpeuple, c'est une association de solidarité internationale qui lutte pour les droits de tous les peuples, quel qu'ils soient, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit au Moyen-Orient, peuple palestinien par exemple, que ce soit en Amérique latine. Nous, on n'a pas tous les peuples qui luttent, qui demandent à être soutenus. Nous essayons de les soutenir. Et notre devise, c'est ici et là-bas, c'est-à-dire agir à la fois ici contre les discriminations, concrètement à Grenoble, en proposant toute une documentation. On avait un petit journal qui passait tous les mois, qui s'appelle Interpeuple, etc. Donc, contre le racisme, solidarité avec les migrants.
et aussi là-bas. Donc ici et là-bas, lutter contre les discriminations, contre le racisme et pour les droits des peuples et aussi pour un monde solidaire et durable. Dieu sait si ce qui se passe en ce moment, la pandémie, elle produit quand même un petit peu d'un monde un peu en destruction au niveau du développement durable. C'est quand même nous interroger sur les causes profondes qui produisent une telle pandémie ou d'autres. D'autant que ce qui se passe là-bas, comme vous dites, commence à avoir des impacts ici. On parle beaucoup des migrants depuis quelques années. Ça aussi, c'est un combat que vous avez embrassé. On va vous voir là sur des images lors d'un rassemblement à Grenoble, devant le palais de justice, pour défendre justement le droit d'accueil des migrants. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de migrants. En général, automatiquement, ils débouchent sur l'Italie. Mais ils ne peuvent pas rester tous en Italie. Et tous ceux qui veulent venir en France essaient du côté de Montgenèvre, du côté de Menton, par là, de franchir les Alpes pour venir ici. Le problème est qu'ils sont interceptés par des gendarmes qui parfois leur prennent leur argent. Et ça, il y a souvent des problèmes énormes. Et ceux qui essaient de les accueillir sur place, là-bas, du côté de Briançon, ils sont poursuivis pour une sorte de solidarité inacceptable avec les migrants qui sont sans papier. Donc, par conséquent, oui, il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de rassemblements ce jour-là à l'hôtel de police, à l'hôtel Palais de justice, pour soutenir des gens solidaires qui étaient poursuivis par la justice pour leur travail de solidarité. Vous avez manifesté, lutté, milité pendant plus de 50 ans. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué dans le bon sens ? Je ne peux pas dire que je fasse un diagnostic très positif, très optimiste. J'irais presque même, j'ai 84 ans, j'ai bien peur de quitter un monde qui est, par certains côtés, bien pire que ce qu'il était auparavant. Même si je ne veux pas non plus magnifier le passé. Mais notamment au niveau du développement durable, c'est quand même une catastrophe. Le réchauffement climatique est bien une réalité. Et voir ce qui se passe dans les incendies aux États-Unis. Mais aussi, de façon plus générale, je veux dire, même le droit des peuples, le Moyen-Orient est détruit. L'Irak, la Syrie ont été détruits depuis que les États-Unis ont déclaré une guerre dans les années 2000 en Irak. Le Moyen-Orient est détruit. Les milliers de migrants, il y en a des milliers qui meurent en Méditerranée. Chaque année, il y a à peu près 200 à 300 migrants qui meurent dans la Méditerranée ou qui meurent aussi dans le Sahara. Ils fuient la misère, ils fuient le mal-développement, ils fuient la répression aussi. Ils sont parfois soumis à des régimes qui sont même soutenus parfois par la France ou les pays développés. Bref, c'est tout un ensemble. Et les migrants eux-mêmes, ils sont comme le reflet du monde dans lequel on est. Bon, on verra si les années qui viennent nous permettent d'être un petit peu plus optimistes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de colère même ici en France. Est-ce que vous vous reconnaissez par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes ? Oui, mais je ne suis pas toujours d'accord avec eux à 100%, mais oui, je pense que c'est quand même un signal très fort d'un mécontentement, d'une insatisfaction, du refus de certaines injustices, d'inégalités. Ils sont révélateurs, je dirais, d'une société inégalitaire, qui est inégalitaire notamment par rapport aux gens qui sont employés, qui travaillent dans la santé, qui ont des petits boulots. Ou des gens qui sont dans les zones rurales, qui sont parfois obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Oui, bien sûr, je m'y reconnais comme je me reconnais dans beaucoup de combats qui sont menés. Alors on voit des images de la dernière manifestation début septembre à Grenoble, avec notamment Bruno Delescure, qui était tête de liste au municipal pour la ville de Grenoble. Vous étiez d'ailleurs sur sa liste. Oui, j'étais... Bon, ça ne veut pas dire que je suis anti-Piol à 100%, c'est pas ça le problème. Oui, parce que la liste était positionnée quand même franchement contre le maire actuel. On a voulu l'interpeller assez fortement à travers cette liste concurrente. Mais ceci dit, je suis très content quand même que la liste Piol ait été élue face notamment à quelqu'un comme M. Carignan, par exemple. Bon, donc ça sera un autre débat. Mais oui, bien sûr, on a eu le besoin, à travers cette liste qui s'appelle « La commune est à nous », de poser un certain nombre de questions et aussi d'exprimer un certain nombre d'insatisfactions par rapport à la politique municipale.
Alors, le centre d'information Interpub, vous l'avez créé en 1980 et vous l'avez dissous il y a quelques mois, en 2020, pour ses 40 ans. Voilà, parce qu'on a eu un grave conflit avec une société financière qui nous faisait payer de plus en plus cher une location d'un photocopieur. On a eu, ce serait trop long à expliquer, mais c'est comme ça, c'est que ça a commencé en 2015. On a fait un procès qu'on a perdu, un deuxième procès qu'on a perdu, bien que pour nous, on estime on a été extorqué de façon inadmissible. Bon, c'est comme ça. Bon, mais par ailleurs, notre équipe était un peu à bout de souffle. Donc, je veux dire, c'est pas essentiel. 40 ans, c'est déjà extraordinaire. Et d'ailleurs, le 29 septembre, si les conditions sanitaires le permettent, il y aura la ville de Grenoble qui reconnaîtra notre travail assez exceptionnel à la Maison internationale le 29 septembre à partir de 18h15. Voilà, ce sera l'occasion de souffler les 40 bougies et de se pencher sur ces 4 décennies de lutte. Merci Jo, je pense qu'on vous recroisera encore et beaucoup de gens vous connaissent à Grenoble dans les différentes manifestations auxquelles ils ont pu participer. Voilà, moi je vais sortir masqué maintenant grâce à Logis Hôtel et puis on se donne rendez-vous du 25 au 27 septembre pour faire du sport avec ou sans assistance électrique à Villard-de-Lans. Merci en tout cas à tous les 3, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.